Tranche de couple, un podcast de Guillaume et Max, la vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue pour ce 11e épisode de notre podcast Tranche de couple. On est ravis de vous retrouver. Et oui, 11e épisode, et notre thématique toujours plus capillotractée que jamais. Comptez-vous. Voilà. Alors, cette semaine dans l'actu, on parle bioéthique, virus et racisme. Grosse actu. Enfin, petites actus et grosses actus. Bon, on va évidemment parler de ce coronavirus qui, après le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS, qui avait touché le monde en 2003. Le coronavirus qui nous vient, le SRAS était arrivé de Hong Kong, le coronavirus nous vient de Wuhan en Chine. Hong Kong étant techniquement également en Chine, mais bref, c'est une autre histoire. C'est un syndrome un peu différent qui s'apparente davantage à une pneumonie, même si les symptômes ne sont pas uniquement liés à ça. C'est le genre de choses qui nous fait comprendre combien on est dans un monde mondialisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coronavirus a été découvert il y a une dizaine de jours, il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Et puis aujourd'hui, il y a déjà des cas dans énormément de pays dans le monde, en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Australie. Les premiers cas au Moyen-Orient ont été recensés ce week-end. Donc voilà. Alors que c'est un virus qui je le rappelle, est à la base vient vraiment d'un endroit bien précis. Et oui, puisqu'il vient de Wuhan en Chine, même si on cherche toujours à déterminer quelle est la cause de ce virus. Beaucoup ont parlé des serpents et des chauves-souris. Mais on ne sait pas, c'est pas sûr. Alors le bilan à ce jour, il est de 5 974 cas confirmés de contamination en Chine continentale, donc c'est quand même vraiment très élevé. Puisque en gros, en une journée, il y a eu 1400 cas de plus, et le bilan est de 132 décès. Alors pour ceux qui écoutent et qui sont peut-être un peu surpris, au moment de la diffusion du podcast, les chiffres auront malheureusement encore progressé très certainement. On enregistre avec quelques jours d'avance ce podcast cette semaine. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, mais sachez qu'a priori, pour l'instant, il n'y a pas de raison de paniquer chez nous, et que surtout n'encombrez pas les urgences et le 15 si vous pensez avoir le coronavirus. Posez-vous d'abord la question de est-ce qu'il y a des chances que vous ayez capté ce coronavirus bien particulier. Deuxième sujet, loi bioéthique. Le Sénat, donc le projet de loi bioéthique a été proposé par le gouvernement. Il est actuellement au Sénat. Donc, petit rappel, en France, les projets de loi passent d'abord à l'Assemblée, qui apporte éventuellement des modifications via des amendements. Puis il fait ce qu'on appelle une navette vers le Sénat, qui apporte également des retouches. Et puis il retourne à l'Assemblée, qui a le dernier mot quant à la teneur du texte. Alors en fait, effectivement, si les textes qui sont adoptés par l'Assemblée et par le Sénat ne sont pas identiques, il y a une commission mixte qui se réunit avec des parlementaires de l'Assemblée et du Sénat pour essayer de trouver un compromis sur le texte. Et effectivement, si cette commission mixte n'arrive pas à trouver un accord, à ce moment-là, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Et voilà. Et donc, on est sur la fin. Le projet de loi sera voté la semaine prochaine, mardi prochain. Au Sénat. On est donc sur la fin de la lecture des textes et des amendements qui y sont apportés. Le Sénat ayant précisé qu'il y avait 2 lignes rouges via le président du groupe Les Républicains, 2 lignes rouges qui ne seraient pas franchies puisqu'elles existent depuis que les lois bioéthiques existent. C'est d'une part la possibilité de créer des embryons transgéniques et d'autre part celle de créer des embryons chimériques. Ok, moi je ne sais pas ce que c'est que des embryons chimériques. Des embryons chimériques, qui sont des embryons qui seraient constitués avec de l'ADN venant de différentes espèces. Donc ça peut être un homme, un animal, ça peut être 2 types d'animaux différents. En l'occurrence, ça s'applique plutôt à l'homme, puisqu'il y a déjà eu de la création de chimères du côté des animaux. Et les embryons transgéniques, ce sont donc des embryons sur lesquels on aurait préimplanté un certain nombre de gènes ou de caractéristiques en amont pour créer de toutes pièces une sorte d'homme sur catalogue, d'être humain sur catalogue.
Dernière petite ou grosse actualité. Polémique la semaine dernière, suite à la diffusion par l'agence Associated Press d'une photo coupée sur laquelle apparaît in fine 4 jeunes activistes climatiques, dont Greta Thunberg à Davos la semaine dernière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, sur la photo, il y en avait 5. Il y avait 4 activistes d'origine blanche. Et puis, il y avait une 5e activiste, Vanessa Nakate, qui les accompagnait, qui est une activiste originaire d'Ouganda, mais qui, elle, n'apparaissait pas sur la photo retouchée par la paix, ce qui a été plutôt mal pris, et ce qui, si c'était maladroit, c'était plutôt très maladroit. On peut se poser la question de savoir s'il n'y avait pas une sorte de volonté de cacher cette 5e activiste. Bref, celle-ci s'est émue sur notamment les réseaux sociaux et dans une vidéo regretté que quelqu'un ait pu prendre l'initiative de couper cette photo alors qu'en fait elles étaient 5 l'une à côté de l'autre et que n'apparaissaient plus que 4 activistes entre guillemets bien blanches à côté. Je voulais le signaler, j'ai trouvé ça un peu dommage. Alors peut-être parce qu'on fait un podcast live ou en tout cas on est vraiment dans cette rubrique d'actu, j'en profite pour faire un petit avant-goût de la rubrique tech, simplement pour mentionner qu'aujourd'hui la Commission européenne, donc Margrethe Vestager et Thierry Breton, ont présenté la boîte à outils sur la 5G, donc sur la cybersécurité dans la 5G, aujourd'hui 29 janvier. Voilà, la 5G, vous le savez, ça va être un catalyseur énorme des futurs services numériques de nos économies. Et ça va vraiment avoir un impact très important parce que ça va pouvoir faciliter le développement de services et en gros, énormément d'objets connectés qui vont pouvoir être dans nos vies et au service de notre économie. Et donc, la sécurité des réseaux futurs 5G de l'Union européenne est un enjeu majeur. Vous le savez, c'est aussi dans le contexte de la polémique sur Huawei, donc le fabricant chinois, avec la forte pression des États-Unis pour, en gros, que Huawei soit interdit des réseaux de ses partenaires et alliés, et donc notamment en Europe. Et donc, il y a une étude qui a été menée sur les risques de la 5G, qui a été publiée à l'automne 2019, et une boîte à outils qui vient d'être publiée, donc qui a été validée par les États membres, et qui, globalement, fixe un certain nombre d'exigences de sécurité pour les opérateurs de réseaux mobiles, donc en demandant à ce que les États membres, finalement, imposent ces exigences et ces conditions spécifiques. L'évaluation des profils de risque des fournisseurs, éviter d'avoir un fournisseur unique, donc une dépendance majeure, et donc un certain nombre d'éléments pour maintenir une chaîne d'approvisionnement qui soit diversifiée et durable dans le domaine de la 5G, mais aussi commencer à travailler sur les technologies post-5G. Voilà, je le mentionne aussi parce que aujourd'hui, c'est le jour où Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a annoncé que Huawei ne serait pas interdit complètement pour les réseaux 5G au Royaume-Uni, mais il serait simplement limité dans sa capacité à être fournisseur des réseaux d'infrastructures télécom au Royaume-Uni en n'étant pas dans le cœur de réseau et tout ça. Donc, ceci a eu un fort impact côté américain, puisque la Maison-Blanche, vraiment, le Royaume-Uni étant un allié très proche, avait vraiment mis en garde contre une telle décision. Donc voilà, affaire à suivre, on verra comment ça impacte, mais sachez que la 5G, on pourra en reparler, c'est vraiment, ça aura un impact majeur sur nos économies dans les années à venir. Il faut aussi ajouter qu'il y a des questionnements notamment sur la santé au niveau de la 5G pour l'instant, de même comme la 5G, comme toutes les ondes. Voilà, je ne prends pas parti, je dis juste que des gens se posent la question de savoir quel sera l'impact à long terme sur les êtres vivants de ces ondes qui seront quand même plus puissantes que celles qui existent jusqu'à aujourd'hui. Vie de couple ? Vie de couple. Ah, quelle vie, mes enfants, on n'en peut plus. Profitez-en. Un jour, vous serez en retraite ou vous serez en vacances et vous pourrez profiter de votre vie pour vous reposer, c'est ça ? C'est ça. On n'a qu'une vie. Non, mais je crois que c'est important comme, pour ouvrir cette rubrique de dire qu'on n'a qu'une vie, il faut aussi en profiter. Et que nous, je pense qu'on pourra dire qu'on en profite. Mais du coup, voilà, c'est bien chargé.
Notre actualité, ces 15 derniers jours. On a pas mal passé de temps dans la maison, parce que finalement, le chantier a commencé, ce qui n'était pas le cas la dernière fois quand on a non, on venait de enregistré un signer. podcast. On venait de signer, le chantier n'avait pas commencé, ça y est, le chantier a commencé. Alors, nous, on découvre, on est un peu des petits jeunes et on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un chantier. C'est pas un très gros chantier non plus, mais on se pose pas mal de questions, il y a un peu de stress, on se dit est-ce qu'il va être dans les temps. Aujourd'hui, on est revenu, on est passé à la maison ce soir, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose qui avait été fait. On se dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait toute la journée? Et en fait, il y a aussi des moments dans les chantiers où c'est plus calme parce qu'il faut attendre que ça sèche, notamment. Là, il y a toute une partie de murs qui doivent sécher, donc ça prend un peu de temps. Et puis, il y a d'autres petites choses qui sont avancées à côté. Voilà. On en est, pour l'instant, on en est là. Des murs d'escalier qui sont tout propres, tout neufs, pas encore peints, mais ni poncés, mais ça avance. Une salle de bain qui commence à être quasiment terminée. Tout ça, on le regarde d'un œil un peu nouveau, un peu novice, mais on essaye de pas se laisser aller au stress. Et puis après, on se met du stress sur d'autres petites choses. La taille de la colonne de douche, les meubles qu'on va réussir à rentrer dans la salle de bain. Il y a plein de raisons. Les déménageurs, il y a plein de raisons de stresser. Et en général, je les saisis assez bien. Max est vachement plus calme que moi là-dessus, je dois dire. Il fait un bien meilleur chef de chantier. Non, mais bon, après, je veux dire, il faut savoir gérer un peu les choses. Il faut se dire que les choses prennent leur temps, avancent. Je dois dire que je suis rassuré par le fait qu'en allant tous les jours à la maison, je vois aussi comment les choses avancent. Après, pour l'instant, ça a plutôt bien avancé. Mais il faut s'assurer que ça continue d'avancer. On a eu au plus fort du chantier jusqu'à 3 personnes qui travaillaient simultanément dans la maison. Ces derniers jours, c'est plutôt une personne qui travaille bien, hein. Mais du coup, ça avance un peu moins. C'est moins impressionnant. Donc les premiers jours ont été très impressionnants. Les 6 premiers jours, parce qu'évidemment, Quoi ? Surtout le premier jour, moi j'ai été bluffé au bout d'une journée. Ils avaient déjà... Oui, ils avaient tout arraché, les couches qu'il fallait arracher. Et bon, après, ça avançait d'autres façons. Il y a des choses de fait. Voilà. Ça, c'est notre première actualité. Moi, de mon côté, c'est toujours des horaires en ce moment un peu décousus, un peu décalés. Travail le soir, travail le week-end. On a hâte que ça va se stabiliser d'ici une quinzaine de jours. Et puis, ça va revenir à la normale d'ici la fin du mois de mars. Et oui, d'ici là, on aura déménagé. Jusqu'au mois de septembre. Il va s'en passer des choses. Mais bon, voilà. On apprend à gérer... on apprend, en fait, tous les jours à gérer les petits coups de stress. Et puis, on savoure aussi le fait d'être à deux et de pouvoir se soutenir l'un l'autre. Ça, c'est très important. Voilà. Et puis, finalement, on se dit qu'on a de la chance pour notre premier chantier qu'on suit et qu'on gère, d'avoir un petit chantier, relativement. Et donc, voilà, c'est chouette. Alors aujourd'hui, dans l'épisode Belgitude du jour, je voulais revenir sur un long débat. C'est le débat du comptage des chiffres. Voilà, ça vous rappelle des choses par rapport à la thématique de ce podcast. On a parlé de quelques chiffres depuis le début, mais là, on va parler comptage et on va parler 70, 90 et puis un petit peu 80 quand même. Parce qu'en fait, en Belgique, quand une façon, on l'a peut-être déjà dit, mais une façon de repérer un Français dans une conversation, c'est d'avoir une vraie conversation à bâton rompu avec lui et à un moment donné de l'obliger à dire un chiffre qui soit 70, soit 90. Et vous êtes sûr que là, vous êtes face à un Français mais il y a quand même beaucoup moins de chance, un Belge qui a été éduqué dans une école française. Et donc, on revient, les Belges trouvent que le français n'est pas logique, puisque quand on arrive à 50, on arrive à 60, puis on devrait passer à 70, puis à 80. Ah bah non, pas en Belgique. On passe directement à 80, puis à 90. Donc, il y a une forme de logique dans la façon de compter belge. Pour revenir un peu sur l'origine, il faut savoir que les Romains comptaient par dizaines, donc plutôt avec le système aujourd'hui suisse, c'est-à-dire 70, 80, 90. Par contre, les Celtes et d'autres peuples en Europe comptaient avec un système qu'on appelle le système visécimal, par 20. Oula. On ne sait pas trop comment ça s'est fait, mais au fil du temps, les deux systèmes ont été utilisés en parallèle, puis se sont confrontés dans certaines régions. Ce qui a donné justement
dans certains pays, l'utilisation du 70 et du 90 en Belgique, l'utilisation du 70, du 80 et du 90 en Suisse. Voilà, les deux systèmes ont donc une logique à l'origine. Le mélange des deux fait qu'on est parfois un peu perdu, on ne sait pas trop où on en est. Bon, en tout cas, c'est plus une petite blague et une façon un peu drôle de lancer une conversation sur les chiffres. Je pense qu'on a plein d'autres raisons d'être... on trouve plein d'autres points communs. C'est bien qu'on ait quelques différences sur une méthode de comptage. On y reviendra parce que voilà, la Belgique, c'est aussi ça. Et je dois dire que même après quasiment 5 ans à vivre en Belgique, malgré quelques petites interruptions, je parle toujours français. Et les gens comprennent bien que je suis français quand je mentionne 70 ou 90. C'était encore hier avec le mec de la commune. En même temps, on habite dans la commune où il y a le plus de Français en Belgique, donc forcément, ils sont pas surpris. T'es sûr que Uccle n'a pas de plus de Français qu'Aixelles ? Peut-être, t'as raison. Uccle, c'est la commune où il y a le lycée français. C'est là où il y a les exilés fiscaux. Enfin, c'est aussi. même les Belges qui le disent. Hein. Aussi, c'est vrai. Allez, on passe à la rubrique IMO. Rubrique IMO, vous avez dit Azul ? J'imagine que Azul, ça veut dire... donc vous savez à quoi fait référence Azul. Azul, c'est un jeu qui est basé sur les carreaux de ciment de... non, les carreaux je ne crois pas que ce soit du ciment. Mais les azuleros, en tout cas, du Portugal. Et du coup, c'était un petit clin d'œil à notre salle de bain. Une salle de bain colorée. On a beaucoup discuté, on a beaucoup réfléchi à cette salle de bain. Mon Dieu. Savoir ce qu'on voulait mettre. Et Guillaume avait une idée assez précise. Je dois reconnaître qu'assez vite, j'ai eu une idée assez précise. Le tout a été de l'apporter dans le débat sans avoir l'impression de l'imposer et en essayant de faire en sorte que chacun trouve sa part. Donc on a trouvé des chouettes carreaux de ciment dans une grande ancienne de bricolage française. On a fait quelques kilomètres pour aller les chercher. On a déjà fait 2 allers-retours, il y en aura forcément un 3e qui va arriver. Mais comme on a la carte du magasin, on peut ramener les choses jusqu'à 1 an après, donc on est un peu tranquille. Voilà, et comme on est très prudent, du coup, visiblement, nous allons avoir quelques extras. Oui, manifestement, on était un peu inquiets, on en a commandé un peu plus parce qu'on disait, zut, si jamais il y a de la casse, il y a des amis qui ont fait refaire des sols, notamment en carreaux de ciment, et qui nous ont dit, méfiez-vous, c'est quand même super fragile. L'entrepreneur nous a dit aussi, il se peut qu'il y ait de la casse, je vous préviens, machin. Donc on avait prévu large. Visiblement, il en a cassé un. Visiblement, il en a peut-être cassé un. Il en a utilisé en tout cas plusieurs qu'il a découpés parce qu'il fallait les retailler. Mais j'ai pas vu de... Alors là, il les avait évacués, mais j'ai pas vu de grosses perditions dans les tas qui restaient quand même. Ils ont travaillé. Il reste encore la crédence à faire. Alors ce que je propose, parce que du coup c'est difficile de se faire une idée, c'est peut-être qu'on partage sur le Twitter la photo de la salle de bain. On va vous poster une petite photo teaser sur Twitter. Ok, c'est parti. Super idée. Avant de vous parler du Brexit, on va faire un petit saut aux États-Unis. On va vous parler impeachment, puisqu'il s'est quand même passé pas mal de choses aussi de ce côté-là, que c'est un peu notre rubrique sœur de celle Brexit. Max, si tu veux nous briefer un peu sur ce qui s'est passé, comme on dit aux États-Unis. Vous le savez, l'impeachment est en cours depuis déjà plusieurs mois. Mais on en a parlé la dernière fois, la Chambre des représentants a transmis les articles d'accusation, ce qui a permis au procès, véritable procès au Sénat de commencer. Puisqu'en fait, la Chambre des représentants a travaillé sur l'acte d'accusation et le procès a bien lieu au Sénat, présidé par le président de la Cour suprême, le Supreme Justice Roberts. Ça fait déjà quelques jours que les discussions au Sénat ont commencé. Une des grandes questions qui est ouverte, c'est de savoir si ce sera finalement un procès très rapide, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de témoins qui seront convoqués, ou est-ce qu'on sera sur un processus plus classique, comme celui qui avait eu lieu lors du procès de Clinton, où effectivement, Clinton lui-même d'ailleurs était venu témoigner au procès.
Et donc, c'est vraiment une des grosses questions qui reste à déterminer, sur lesquelles les sénateurs vont devoir se pencher dans les prochains jours. Aujourd'hui, donc le 29 janvier, les deux partis ont terminé leurs propos liminaires, avec naturellement une demande des avocats de Trump d'un acquittement rapide, et les démocrates qui, eux, souhaiteraient disposer de tous les éléments, et donc notamment de la possibilité de pouvoir requérir à une personne de venir témoigner, déposer devant le procès. Il faut savoir que ces derniers jours, il y a un sujet, il y a Bolton, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, qui est revenu dans ce procès d'impeachment, puisque, vous le savez, les démocrates avaient souhaité que Bolton puisse être auditionné, mais la Maison-Blanche, les républicains n'y étaient pas favorables. Il se trouve que a fuité dans la presse le fait que John Bolton avait transmis un projet de son livre à la Maison-Blanche pour vérifier qu'il n'y avait pas d'éléments classifiés à l'intérieur, et que dans ce livre figure un certain nombre de témoignages sur le fait que le président avait effectivement demandé à conditionner l'aide et la reprise de l'aide à des enquêtes sur Biden, et le fait que Bolton aurait mis au courant le ministre de la Justice de cette situation, bien que le ministre de la Justice indique qu'il avait été mis au courant bien plus tard. Par conséquent, les démocrates essaient d'utiliser cet argument pour forcer finalement les sénateurs à voter en faveur de l'audition de témoins, ce qui en fait allongera très longuement le procès, et par ailleurs pourrait amener des éléments complémentaires pour juger de la culpabilité de Trump. Donc c'est un risque, naturellement, pour les républicains qui, en cette année électorale, ont tout intérêt à ce que le procès se termine le plus rapidement possible. Et les avocats de Trump ne sont pas non plus... comment dire ? Ils sont un peu comme Donald Trump. Ils n'aident pas la cause. Dans leurs propos liminaires, ils ont quand même dit... Bon, on ne peut pas juger Donald Trump coupable parce qu'on n'a pas assez d'informations. Parce que finalement, vous n'avez pas prouvé qu'il y avait finalement collusion et qu'il avait servi ses propres intérêts. Et en fait, cet argument-là, finalement, c'est du pain béni pour les démocrates, parce que ça leur permet de justifier le fait que, justement, il faut avoir des témoins et il faut vraiment faire un procès qui soit de qualité, et approfondi, et pas avoir une mascarade de procès. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'impeachment et là où on en est. Mais en tout cas, ça ne sera pas terminé. On en a encore pour un petit peu de temps, je pense. La suite dans le prochain épisode, l'épisode 12. Alors, côté Brexit, peut-être qu'on peut commencer par l'état des lieux. Where to start? Donc, on vous en avait parlé la dernière fois, le vote par le Parlement britannique de l'accord de retrait. Et donc, l'étape suivante, qui est nécessaire avant la sortie du Royaume-Uni, qui interviendra au moment de la diffusion de ce podcast, c'est que le Parlement européen valide l'accord de retrait. Et donc, mercredi 29 janvier, à 19h, le Parlement européen a finalement validé l'accord de retrait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que légalement, le Brexit peut avoir lieu le 31 janvier à 11h heure de Londres et 12h heure de Bruxelles. Ça veut dire aussi qu'on rentrera dans une phase de transition où les Britanniques ne pourront plus assister à aucune des réunions de l'Union européenne, mais pourront continuer et devront continuer à appliquer les règles de l'Union européenne, et puis participeront au financement des programmes et pourront en tirer des bénéfices. Tout ça jusqu'au 31 décembre 2020, sauf si en juin, le gouvernement britannique demandait une extension de cette période de transition, qui peut être de 1 an ou 2 ans. Mais au vu des déclarations politiques de Boris Johnson, ceci est peu probable. Vous le savez, on l'avait mentionné la dernière fois, Boris Johnson veut négocier en parallèle l'accord sur les relations futures avec le Royaume-Uni, avec
avec l'Union européenne et l'accord de libre-échange. Il faudra peut-être qu'il négocie aussi avec son Royaume-Uni. Il n'est pas au bout de ses peines, le pauvre. Alors, excellente transition. Et je rappelle aussi, à toutes fins utiles, je vous laisserai écouter le podcast numéro 10 si vous voulez savoir pourquoi Big Ben ne sonnera pas au moment du... Ah, ça y est, ça a été, de la fin du Brexit. Ça a été géré ? Oui. Tu vas pas le dire. Faut que les gens écoutent l'épisode 10. Justement, c'est une bonne transition pour un autre aspect du Brexit qu'on voulait mentionner aujourd'hui. Si vous n'avez pas fait attention, les différents parlements du Royaume-Uni. Les différents parlements du Royaume-Uni, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord se sont prononcés sur le texte du Brexit. Alors, il n'y avait pas de caractère obligatoire de ce vote, mais ils ont se sont chacun prononcés. Alors, il se trouve que, en fait, les trois ont rejeté l'accord de Brexit qui avait été soumis par Boris Johnson. Cette étape était pas du tout obligatoire et n'a aucun caractère obligatoire, contraignant. Voilà, juridiquement pas contraignant. Caractère juridiquement contraignant. Et par conséquent, voilà, ça n'a pas d'impact, mais c'est quand même un signal politique important, puisque si, par exemple, l'Écosse et l'Irlande du Nord avaient largement voté pour rester dans le Royaume-Uni, je crois que le Pays de Galles... lui avait plutôt voté en faveur du retrait de l'Union européenne. Mais pas très largement. Mais quand même. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, le Parlement de Westminster, donc le Parlement du Royaume-Uni, a été renouvelé très récemment suite aux élections législatives, alors que les parlements des différents États qui constituent le Royaume-Uni, en fait, sont plus anciens, datent d'avant, n'ont pas une légitimité récente. Et donc, on peut se poser la question si ces parlements avaient été renouvelés plus récemment, est-ce que le vote aurait été différent ? Voilà, donc en tout cas, le Royaume-Uni est plus divisé que jamais. Après le vote du Parlement d'Irlande du Nord, certains disaient que globalement, tout ceci conduirait inévitablement à la réunification de l'Irlande. Et vous le savez, si l'Irlande du Nord était réunifiée avec l'Irlande, ce qui est prévu dans les traités, dans l'accord du Vendredi Saint, les gouvernements européens ont déjà dit que l'Irlande du Nord pourrait être intégrée directement à l'Union européenne. Sujet un peu plus léger, toujours sur le Brexit. Le centre géographique de l'Union européenne, avec le départ du Royaume-Uni, va légèrement bouger. Il était situé jusqu'à maintenant dans la petite ville luxembourgeoise de Schengen, célèbre notamment pour les accords sur la libre circulation des personnes et des biens qui ont été signés. Il va désormais se déplacer très légèrement dans un petit village qui s'appelle Gadheim. On le prononce comme ça en allemand. C'est un village de 1246 habitants, 180 km à l'est de Francfort. Voilà, c'était... Et peut-être la petite anecdote. Toujours dans les côtés un peu plus légers, mais bon, réalité aussi, c'est que finalement, après 70 ans d'élargissement... 70. L'Union européenne va être redécoupée, va être réduite. Finalement... L'Union européenne va perdre 13% d'habitants, donc c'est quand même pas rien, puisque le Royaume-Uni, c'est 66 millions d'habitants. Ça restera la première puissance maritime mondiale, même si, avec le départ du Royaume-Uni, c'est 5,5% de superficie totale que l'Union européenne perdra. Et côté développement économique, c'est 15% de PIB en moins avec le départ du Royaume-Uni. Voilà, comptez-vous, toujours comptez-vous. Transition toute trouvée entre notre rubrique Brexit et notre rubrique culture. On vous avait déjà parlé, je crois, dans ce podcast, de l'émission ratée d'une pièce de monnaie fin 2019, lorsque le premier Brexit devait sonner. Le gouvernement de Boris Johnson avait fait émettre une pièce commémorative pour ce passage, qui ne s'était finalement pas fait, puis pour des raisons politiques, qui avait été repoussée au 31 janvier 2020. Ils ont donc réédité une pièce pour ce Brexit, avec marqué en gros dessus 31st January 2020, et puis marqué une espèce de devise «
Peace, Prosperity and Friendship with all nations. Paix, prospérité et amitié avec tous les peuples. C'est beau, c'est très beau. Mais l'écrivain Philippe Pullman, qui est notamment connu pour avoir écrit la saga de la Croisée des Mondes, entre autres évidemment, et qui est un éminent linguiste, à ses heures perdues, a fait remarquer que sur cette pièce, il manquait, après Prosperity, ce que les Anglais appellent un Oxford comma, qui n'est rien d'autre en réalité qu'une virgule, que nous, on ne met pas en français entre un mot et une conjonction. Donc, mais où est donc Ornicart ? Et donc, entre peace, il y a donc écrit peace, la paix, virgule, prosperity, and directement friendship. Il manque donc un Oxford comma après prosperity. Et oui, parce que sinon, ça veut dire que pour tous ne s'applique pas à l'intégralité, mais simplement au dernier élément. Voilà. Rubrique culture pour cette semaine. J'ai vu passer quelque chose qui n'est pas courant, qui est assez émouvant. Mais qui arrive tout de même de temps en temps. C'est l'identification d'un tableau de Van Gogh. C'est un tableau qui existe depuis très longtemps, mais on n'était pas encore certain qu'il soit de Van Gogh. C'est la seule œuvre que Van Gogh aurait peint pendant qu'il souffrait de psychose. C'est un portrait de lui, un autoportrait de 3/4, intitulé très sobrement Self-portrait, autoportrait. Et il a été peint à la fin de l'été 1889, pendant une période donc où il souffrait de psychose. On voit sur ce tableau un fond bleu qu'on voit assez souvent chez Van Gogh, et puis une tête assez impressionnante en fait. Il regarde vraiment le tableau avec un regard perçant. On sent une certaine souffrance, mais aussi une certaine force, et puis une forme de tristesse. Voilà, dans ce tableau. Donc il a été pour la première fois, officiellement en tout cas, attribué à Van Gogh le 20 janvier. C'est un tableau qui est exposé à la National Gallery d'Oslo, et c'est les experts du musée Van Gogh à Amsterdam, qui sont probablement, j'imagine, les meilleurs en la matière, qui ont balayé les doutes qui planaient sur cette attribution. Voilà, à coup pour la petite histoire de rayon X et par l'étude des coups de pinceau du peintre. Dans la rubrique tech aujourd'hui, je voudrais prendre au mot Guillaume, qui la dernière fois, lorsque j'avais parlé de la voiture autonome, avait dit finalement, c'est quoi les différents niveaux d'autonomie ? Je vous avais dit, de mémoire, il y en a 5, mais si vous voulez, on y reviendra. Alors du coup, je me suis dit, c'est peut-être la bonne occasion de faire un petit point sur cette voiture autonome et les différents niveaux. Alors dans le jargon de la voiture autonome, on dit qu'il y a 5 niveaux. Tu vois, j'avais raison. Bon, en réalité, on pourrait considérer qu'il y en a 6. Qu'est-ce qu'il aime avoir raison ? On pourrait considérer qu'il y en a 6 parce que le niveau 0, c'est sûr, il n'y a rien qui existe. Bon. L'idée, c'est que si tous les niveaux sont basés sur un partage de responsabilité, les 3 premiers, il n'y a aucune responsabilité de la part de la voiture. C'est donc bien le conducteur seul qui est responsable. Quand on parle d'autonomie de niveau 1, en fait, finalement, ce ne sont que des aides à la conduite. Donc, c'est des choses qu'on connaît bien. Le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d'urgence automatique pour les piétons, une assistance au maintien de la voie. Vous savez, quand vous êtes un peu distrait et puis que vous commencez à changer de voie et vous avez votre voiture, le volant qui vibre ou un indicateur qui s'allume. Avec le niveau 2, le conducteur a une fonction de supervision des aides à la conduite. Donc, par exemple, lorsque vous utilisez la fonction pour vous garer automatiquement, par exemple pour faire un créneau, ceux qui n'aiment pas, qui ne sont pas très à l'aise pour faire les créneaux, ils savent que c'est assez pratique. Donc, finalement, je vois tous qui me regardaient en coin. Non, moi je fais très bien les créneaux. Le conducteur peut intervenir pour reprendre la main à tout instant. Et donc, en cas d'accident, c'est bien le conducteur qui sera responsable aux yeux de la loi. Dans le niveau 2, on a aussi les assistants d'embouteillage.
qui sont notamment en vigueur chez Mercedes ou dans le groupe Volkswagen. Et c'était ce niveau du premier autopilote Tesla. Donc, dans ce niveau-là, le conducteur doit toujours garder la main sur le volant. Au niveau 3, le conducteur délègue une partie de sa conduite dans les 2 dimensions et donc il peut aussi abaisser un peu son niveau de vigilance pour se consacrer à d'autres tâches, mais de manière très brève. Et donc, en soi, c'est un véritable tournant légal, puisque l'utilisateur est bien sûr tenu de reprendre le contrôle de sa voiture lorsque les conditions, le système l'exigent, mais c'est bien le système de la voiture autonome qui positionne, maintient le véhicule dans sa voie de circulation en conservant une allure qui est adaptée aux conditions de trafic. Donc, c'est par exemple le niveau qui est atteint avec la nouvelle Audi A8. Et l'autopilote 2.0 de Tesla est aussi dans cette catégorie. Ces systèmes nécessitent énormément de capteurs pour pouvoir effectivement contrôler leur environnement et pouvoir s'adapter au flux. Dans le niveau 4, donc c'est un niveau d'autonomie dit élevé, la voiture peut disposer d'une autonomie complète, mais dans un environnement limité. Donc on peut l'imaginer évoluer seul dans un parking, où les alentours sont parfaitement simplifiés et balisés. Le conducteur n'est plus responsable, et la voiture reste néanmoins parfaitement sûre. Même si l'utilisateur ne répond pas à une demande de reprise du volant. Le véhicule peut aussi être autonome sur la route, peut s'arrêter par exemple sur une aire d'autoroute ou prendre une sortie. Et la différence avec le niveau 5, c'est dans l'environnement. Finalement, dans le niveau 5, il faut aussi que l'environnement soit adapté pour interagir avec le véhicule. Et donc, c'est les capteurs qui vont prendre les décisions et l'intelligence artificielle qui permettra à la voiture de prendre des décisions et d'avancer. Donc, on estime que les niveaux 4 et 5 ne seront pas atteints avant 2025. Chez Toyota, par exemple, ils expliquent que pour eux, ce sera pour plus tard, puisque ce ne sera pas avant 2035. Voilà, ça vous permet d'avoir une meilleure vision de ce que sont les 5 niveaux de la voiture autonome, et j'espère que ça vous donnera envie d'aller en savoir plus. Et je pourrais poster, si vous voulez, une petite vidéo et un article du moniteur automobile belge. Tu te notes, hein, ça fait des choses à poster qu'il faut qu'on poste. Alors, on a posté, et on a posté la dernière fois les articles qu'on avait dit qu'on posterait. C'est vrai. Donc ça, c'est chouette. Et n'hésitez pas surtout à nous faire des retours, et si vous avez des suggestions, des sujets que vous avez envie qu'on traite, ou simplement, si on a mentionné quelque chose et que vous souhaiteriez qu'on développe, on est aussi là pour ça. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail, tranche2couple@gmail.com, ou sur Twitter, @tranche2couple. Le 2 est toujours avec un 2, le chiffre. Bonne continuation à toutes, à tous, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.